Raymond Doulereau. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Donc, qu'est-ce que c'est? Moi, je commence toujours pour la définition, parce que tout le monde soit d'accord. Donc, c'est une douleur post-opératoire intense. Les patients reportent une sensation de brûlure, pas des signes vraiment des douleurs neuropathiques, donc plutôt une douleur nociceptive. C'est une douleur qui se produit à la levée du bloc ALR, qu'il soit périphérique ou médulaire. Donc, en gros, c'est entre H10, H24. Ça dure peu, entre 2 et 6 heures. Donc, c'est quelque chose de différent par rapport à la douleur persistante post-opératoire, mais qui a des implications psychologiques sur la qualité de vie, sur le vécu du patient. Et c'est quelque chose d'assez fréquent. La littérature, plus ou moins, parle de 25%. Les facteurs de risque, c'est sexe féminin, âge jeune, chirurgie orthopédique dans les sens osseuses, douleur préopératoire, catastrophisme, état dépressif, jusqu'à là, c'est des facteurs qu'on retrouve dans d'autres problématiques douloureuses, et chirurgie ambulatoire. C'est peut-être pour ça que lorsqu'on regarde la bibliométrie, on voit qu'il y a eu quand même une production de littérature sur la douleur rebonde assez importante dans les dernières années, concomitant à la développement de la chirurgie ambulatoire. Alors, on répond, je vous rassure, on ne va pas faire de la physiologie de la douleur, mais c'est juste pour reprendre les points, parce qu'à un moment donné, la question s'est posée sous l'ethiopathogénèse de la douleur rebonde. Donc, on sait qu'il y a une lésion tissulaire, un trauma, la chirurgie, libération des médiateurs de l'inflammation, il y a une hyperalgésie primaire, donc en gros, ce qui concerne vraiment les tissus lésés, et puis une sensibilisation périphérique, donc l'hyperalgésie secondaire. Les anesthésiques locaux agissent sur le bloc de la propagation du signal douloureux. Et donc, une des hypothèses, c'était que globalement, on n'agissait pas sous l'hyperalgésie secondaire. Et donc, au moment que les blocs est levé, les processus inflammatoires qui continuent, il n'est absolument pas couvert. Et donc, c'est probablement lié à ça. Autre hypothèse qui avait été prise en compte, c'était un effet toxique de l'anesthésique locale qui est difficile quand même à appuyer du fait que c'est quelque chose d'extrêmement transitoire, donc ça semble peu croyable. Ce qui est sûr, c'est que la douleur, les rebonds douloureux est différent de la douleur persistante post-opératoire. Mais alors, la faute est bien des anesthésiques locaux parce que dans la définition, c'est la levée du bloc. Donc, c'est quelque chose qui concerne que les patients qui bénéficient d'une anesthésie loco-régionale, ou en tout cas une infiltration. Et alors, c'est un peu triste si on pense à toute la littérature en faveur de blocs, notamment des travaux expérimentaux comme celui de Lamotte, qui avait bien montré que les anesthésiques locaux, qu'ils soient en infiltration ou en bloc, ils agissent bien sur l'hyperalgésie primaire, mais aussi sur l'hyperalgésie secondaire. Donc, on voit bien intéressante dans lesquelles, effectivement, les auteurs ils ont voulu comparer chez des patients qui étaient opérés en chirurgie réglée, ambulatoire, chirurgie de membre inférieur, donc chirurgie osseuse, s'il y avait une différence des pics douloureux entre ceux qui bénéficiaient d'anesthésie générale et ceux qui bénéficiaient d'un bloc nerveux périphérique, eh bien, en fait, les nombres des patients qui étaient victimes d'un pic douloureux à J1, globalement, c'était pareil. Donc, effectivement, les patients qui ne bénéficiaient pas d'un bloc ALR, ils avaient un peu plus mal à l'arrivée en salle de réveil. Et puis, finalement, tout s'est tassé. Ils avaient pratiquement la même consommation d'opioïdes et la même sensation douloureuse. Et ils sortaient à G7, enfin, les contrôles à G7 à 3 mois, c'était pareil. Mais en fait, la particularité de cette étude, que ce n'est pas une particularité, ça devrait être la règle, c'est que tous ces patients, ils avaient quand même l'analgésie multimodale. C'est-à-dire que c'était des patients sous anesthésie générale ou sous bloc, ils avaient tous des ANS, paracétamol, de façon systématique initialement, et puis voilà. Donc la question est-ce que vraiment c'est un problème lié à la loco-régionale ou c'est un problème à notre typologie de prise en charge, notamment sur des patients qui sont en hôpital des jours, donc les patients qui après ils rentrent chez eux, qui ne sont pas suffisamment renseignés, donc ils n'ont pas suffisamment d'éducation, ou peut-être n'ont pas suffisamment de prescriptions, et qui donc ils sont en déficit de prescriptions d'analgésie multimodale pour les jours à venir.
Ben, c'était un peu l'essence de ce papier-là, dans lequel, effectivement, les auteurs ils ont voulu voir qu'est-ce qu'ils étaient les patients après chirurgie rachidienne, au moment où on changeait un peu des régimes analgésiques, c'est-à-dire tous les patients, ils avaient une PCA morphine standard, et puis à G2, c'était le moment de relais Péros, et en gros, il y avait des groupes différents, essentiellement 2 trajectoires de douleurs différentes. Il y en avait ceux qui, effectivement, à J2, ils passaient en relais Péros, tout allait plus ou moins bien. Et il y en avait certains qui avaient des pics douloureux. Donc, pas du tout d'anesthésie loco-régionale, mais quand même des pics douloureux. Et qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces patients? Ben, c'était des patients jeunes, c'était des femmes. Et ils avaient effectivement consommé plus de PCA morphine pendant les premières 48 heures. Donc, en fait, on parle des trajectoires douloureuses. Et là, dans ces papiers que je trouve assez intéressantes, il y a la description des trajectoires douloureuses des patients en fonction de la stratégie analgésique. Donc, on a 4 stratégies. Globalement, une stratégie contrôle, dans laquelle il n'y a pas forcément d'analgésie multimodale, il n'y a pas de blocs. Donc, des patients qui arrivent douloureux en post-opératoire en salle de réveil. Il y a les patients qui bénéficient d'un bloc single shot loco-régional, qui ont un pic, bon voilà, globalement à la levée du bloc. Et puis, il y a des patients qui ont un bloc single shot, mais qui ont aussi une analgésie multimodale, qui ont certes un pic à la levée du bloc, mais moindre. Et puis, finalement, les gold standards, les patients qui ont une analgésie continue par cathéter associée à l'analgésie multimodale. Bon, quel est le message? Le premier message, c'est qu'il n'y a pas des pics parce qu'ils ont une anesthésie loco-régionale, mais tout simplement, il y a une douleur qui monte parce qu'il est juste décalé. Et la deuxième chose, est-ce qu'il faut mettre un cathéter d'anesthésie loco-régionale à tout le monde? Sûrement pas. Il faut juste savoir qu'à un moment donné, il y a des moments warning en fonction de la stratégie anesthésique et surtout, il y a des moments warning si je ne anticipe pas avec une analgésie multimodale. Étude qui a voulu effectivement confirmer cette idée. Chirurgie des chevilles banale sous bloc sciatique, single shot versus loco-régional continu, donc cathéter pendant 72 heures. Et bien effectivement, sans grande surprise, les patients qui ont une analgésie loco-régionale continue, ils ont moins mal. Mais bon. Et quid de l'histoire de l'hyperalgésie primaire ou secondaire? 14 volontaires sains, ancien papier, mais très, très, très intéressant, je trouve. Donc, des volontaires sains qui acceptaient d'avoir une brûlure, une jambe et à l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus refaire une étude pareille. Mais globalement, dans un côté, sur une jambe, il y avait une brûlure et dans l'autre jambe, on mettait on réalisait toujours une brûlure, mais après une anesthésie loco-régionale. Eh bien, vous voyez que... Alors, je ne sais pas si ça... Oui, super. Pour ce qui concerne l'analgésie, l'hyperalgésie primaire, donc en pointillé, c'est ceux qui ont la loco-régionale et on continue ceux qui ne l'ont pas. Donc, la seuil de détection de douleur, la sensibilité, c'est sûrement plus basse chez ceux qui n'ont pas eu d'anesthésie loco-régionale. Jusqu'à là, ce n'est pas choquant, c'est l'hyperalgésie primaire, mais ça veut la même chose en hyperalgésie secondaire. Donc, ça nous rassure, ça revient à nos croyances. La loco-régionale, c'est toujours une bonne solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour essayer de contourner ce problème des rebonds douloureux sans forcément se résoudre à faire de la loco-régionale continue à tout le monde? Méta-analyse en réseau sous la dexaméthasone. Est-ce que la dexaméthasone, du fait qu'elle prolonge le bloc, du fait qu'effectivement permet de ne pas avoir une coupure nette, donc une réduction nette de bloc, pourrait aider? Ben oui, la réponse est oui. Alors ça reste toujours la grande question. Quelle dose? Et l'autre grande question, est-ce que ça doit être périneural ou est-ce que ça doit être intraveineuse? Dans cette méta-analyse en réseau, il semblerait que la dexaméthasone intraveineuse soit supérieure. Je pense que dans 2 ans, on aura la même méta-analyse qui sera en faveur du périneural. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la dexaméthasone, c'est vraiment intéressante
autre chose, c'est la kétamine. J'ai mis la kétamine, bon, après l'eskétamine pour ceux qui l'utilisent. C'est effectivement intéressant, c'est un anti-hyperalgésique. On a dit bien que les facteurs des risques qu'on retrouve dans la douleur rébonde, c'est aussi la chirurgie osseuse, c'est aussi des scores de catastrophisme élevés et c'est aussi des patients qui ont des douleurs préopératoires. Donc la kétamine, l'anti-hyperalgésique, est quand même toute sa place. Donc c'est... Je ne vais pas m'attarder. Volontairement, je ne parlerai pas de la dexméthadine parce que c'était le topo d'avant. Chose intéressante, le papier que j'ai mis un peu de temps à comprendre, je ne suis pas sûre que j'ai tout compris, mais en fait, l'essence de ce papier, c'est la mémorisation. Donc, on a dit que l'éducation thérapeutique est importante. Alors après, on peut parler ou pas d'éducation thérapeutique dans un contexte de pathologies pas chroniques comme les périopératoires, mais globalement, il faut que le patient soit bien informé sur comment utiliser correctement ces antalgiques. Donc, dans cette étude, ils ont pris des volontaires sains. Ils leur ont informé qu'ils allaient leur donner des stimuli nociceptifs, en fait, de la chaleur croissante, en leur demandant à chaque fois les scores de douleur. Donc, c'était sans trop surprise. Les scores de douleur étaient proportionnels à l'intensité douloureuse. Mais c'était annoncé l'intensité de douleur qui était progressive. Ensuite, ils ont un peu embrouillé nos volontaires sains. Et donc, ils ont globalement induit des séquences de stimulation thermiques. Dans un premier temps, des stimulations thermiques qui étaient considérées relativement basses, mais pas forcément de façon progressive. Et dans un deuxième temps, des stimulations qui étaient plutôt dans la gamme plus élevée, mais sans le préciser. Et effectivement, en fait, les volontaires sains, ils savaient seulement qu'ils avaient une stimulation haute ou basse. Et la mémorisation, probablement, fait que effectivement, les volontaires sains répondaient un peu de la même façon. Et en revanche, dans le troisième cas, après un wash-out, ils ont fait la même expérience, mais sans prévenir absolument si c'était une stimulation un peu chaude ou très chaude. Et les rendus, c'était effectivement toujours de la mémorisation précédente. Surtout, ce qu'ils ont vu, c'est qu'une fois que c'était annoncé l'intensité, la réponse était cohérente. Lorsque ce n'était pas annoncé et on était dans un contexte des patients qui étaient conditionnés type méditation en pleine conscience, donc un patient psychologiquement préparé dans une attente positive, effectivement, il y avait la tendance à sous-estimer l'intensité de la douleur, exactement le contraire si on était dans des échelles de catastrophisme. Parce qu'on le sait, c'est montré par l'IRM fonctionnel, que lorsqu'on rajoute à une stimulation douloureuse une émotion négative, il y a des zones au niveau du cerveau qui sont activées en plus, et donc ces patients, ils expérimentent une sensation douloureuse plus importante. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a pour réduire la douleur rébonde? Ben déjà, voir quels sont les facteurs de risque. Donc, faire quand même un dépistage initial pour dire est-ce que c'est un patient qui a risque de faire une douleur rébonde ou non? Est-ce que c'est une chirurgie qui va avoir une douleur rébonde ou pas? Si les patients cochent tous les cas, une chirurgie douloureuse, une réintervention, un patient douloureux chronique, peut-être à ce moment-là, il faut réfléchir d'emblée à mettre une analgésie multimodale, mais surtout un cathéter, associé à un cathéter d'analgésie. Et puis, au fur et à mesure, on peut effectivement faire la désescalade en fonction de la douleur de la chirurgie et du patient. Après, quels moyens pharmacologiques? Ben voilà, on a parlé de la LR continue, mais aussi de la dexaméthasone, de la kétamine, la clonidine avec toute une série de prises en compte et surtout l'analgésie multimodale parce que l'effet de faire un bloc ça ne nous rassure pas, les patients, à un moment donné, il aura mal parce que l'inflammation, ça va durer plus que la durée du bloc. Et donc, en conclusion, ne pas oublier de donner les bonnes informations aux patients. On a de plus en plus de patients qui sont chirurgiens ambulatoires, de plus en plus de patients qui sont des douleurs chroniques pour des raisons différentes. Et donc, une éducation et une information aux patients est quand même indispensable. Merci.